Point suivant, les principales maladies qu'on va retrouver dans le potager. Vous allez voir, il y a plusieurs maladies qui se ressemblent et au niveau des moyens préventifs et des moyens de lutte qui sont aussi assez semblables. Donc, pas toujours nécessaire de les distinguer. Quand on est capable d'identifier que c'est une maladie fongique, généralement, on connaît pas mal les moyens préventifs et les moyens de lutte qui vont avec ça. Donc, la première, l'alternariose ou la brûlure alternarienne, qui attaque entre autres les solanacées, donc la famille de la tomate, et les cucurbitacées, la famille du concombre. Donc, des taches brunes sur les feuilles. Dans le cas de la tomate, on va aussi voir un noircissement près de la base du fruit. Moyen préventif, vous allez voir, ça se ressemble beaucoup pour les maladies fongiques. Donc, éviter d'arroser le feuillage, c'est toujours le premier moyen préventif. S'il y a souvent de l'eau sur les feuilles et si l'eau reste longtemps sur les feuilles, les champignons sont dans des conditions où ils peuvent se multiplier et atteindre un stade où ça devient nuisible pour la plante. Donc, si on ne mouille pas le feuillage ou si on arrose tôt le matin puis que le feuillage sèche rapidement, on va avoir beaucoup moins de problèmes de maladies fongiques. Décoction de prêle, qui est un excellent préventif. Il y a des gens qui font du jardinage biologique qui appliquent la décoction de prêle à toutes les 2 semaines pendant toute la saison pour éviter d'avoir des problèmes de maladies fongiques. Rotation, évidemment. Si vous changez vos plantes de place, vous avez moins de risques d'en avoir. Distance de plantation, il y a des cultivars résistants et le thé de compost aussi, qui est un très bon moyen préventif parce qu'en colonisant les feuilles de bons micro-organismes, les spores de champignons ont beaucoup de difficultés à s'installer. Moyen de lutte, enlever les feuilles atteintes, les solutions de lait à 10 %, donc on mélange du lait avec de l'eau, 9 parties d'eau pour une partie de lait, et des produits comme la bouillie bordelaise qu'on utilise quand même relativement rarement dans les potagers. On va y aller plus avec des moyens préventifs. L'anthracnose, que vous avez probablement vu aussi pour d'autres plantes ornementales dans votre cours de phyto. Donc, encore une fois, des taches brunes avec une petite dépression. Souvent, on voit une espèce de creux, on le voit sur les haricots ici. Donc, affecte surtout les solanacées, les cucurbitacées et les fabacées. Les fabacées, je vous rappelle, c'est les légumineuses, donc entre autres les haricots et les pois. Et ça affecte aussi l'épinard. Donc, moyen préventif, ça ressemble à ce qu'on a vu tantôt. Ne pas arroser le feuillage, décoction de prêle, rotation, distance de plantation, cultivar résistant et thé de compost. Puis, moyen de lutte, semblable aussi, enlever les feuilles atteintes ou différents produits qui fonctionnent contre l'anthracnose. La cercosporiose, qu'on voit entre autres dans les betteraves, c'est vraiment dans les betteraves qu'on la voit le plus souvent. On peut la voir à l'occasion dans les carottes aussi. Donc, cercosporiose, ça fait un rond qui est presque rose ou rougeâtre. Donc, tache ronde et brunâtre, je dirais même brune à rouge, provoque la perforation des feuilles et leur assèchement. Donc, encore une fois, pas mal les moyens préventifs et les mêmes moyens de lutte. Donc, on voit très bien ici sur la betterave. Le charbon, qui est une maladie vraiment caractéristique du maïs. Donc, c'est pas très beau à voir. C'est vraiment des boursouflures grises. Et c'est pas si rare que ça comme maladie. On en a vu à quelques occasions dans les potagers au centre. Donc, les grains de maïs se déforment en grandes tumeurs difformes et grises. Et ça affecte surtout le maïs. C'est un champignon, mais de façon surprenante, c'est un champignon qui est comestible. Et au Mexique, il y a des gens qui vont volontairement inoculer leur plant de maïs avec ce champignon-là parce qu'ils l'utilisent dans la cuisine. Donc, ça peut être cuit et mis dans des recettes. Donc, aussi dégueulasse ça peut avoir l'air, il paraît que c'est bon. Ne pas arroser le feuillage encore une fois, rotation, cultivar résistant. Et quand on voit ça, évidemment, on arrache, à moins de le cultiver volontairement pour le cuisiner. Le flétrissement bactérien, qu'on voit entre autres dans la famille des cucurbitacées, mais aussi pour les pommes de terre et les tomates. On voit très bien ce que ça fait. C'est comme si la plante avait manqué d'eau. Donc, désinfecter les outils de terre, c'est le moyen préventif. Et il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire. Quand un plant il a l'air de ça, bien, on l'arrache puis on l'oublie. La fusariose, encore une fois, une maladie fongique qui provoque un jaunissement sur les feuilles et quelques taches brunes. Donc, les feuilles meurent progressivement. Ça affecte les épinards, les haricots, les pois, les tomates et la pomme de terre. Donc, encore une fois, ne pas arroser le feuillage, cultivar résistant, thé de compost en prévention. Les moyens de lutte, il n'y a rien à faire, on arrache. La gale commune, quand même assez fréquent sur les pommes de terre. La maladie de la gale commune apparaît beaucoup plus quand les pommes de terre sont cultivées dans un sol à pH normal. Donc, pourquoi les agriculteurs souvent vont cultiver leurs pommes de terre dans des sols acides? C'est que la maladie se développe beaucoup moins dans les sols acides. Donc, la plante est comestible quand même quand c'est juste une petite tache, mais là, quand elle est pleine de gale comme ça, c'est pas très appétissant. Donc, quand c'est juste ça, on peut l'enlever au couteau. Lésions circulaires d'apparence rugueuse sur les racines affectent surtout les pommes de terre et les betteraves. Donc, rotation, maintenir un pH pas trop élevé
et une humidité plus constante. Il n'y a pas vraiment de moyen de lutte. La hernie du chou, maladie heureusement rare, qui va faire en sorte que nos plants de choux et des brassicacées en général vont avoir tendance à s'affaisser et à mourir. Donc, déformation et renflement des racines. On le voit ici, c'est une espèce de tumeur sur les racines des brassicacées. Et si le champignon apparaît dans votre sol, bien, vous ne devriez plus cultiver de brassicacées pendant une période de 7 ans, jusqu'à ce que le champignon s'élimine complètement. Donc, un petit peu embêtant quand on aime les plantes de la famille des brassicacées. Prévention, rotation. Donc, en changeant les brassicacées de place, vous avez moins de chances d'en avoir. Et en maintenant le pH un petit peu plus élevé, les plantes de la famille du chou, les brassicacées en général, aiment les pH, je dirais de 6,5 en montant. Donc, si vous mettez votre pH un petit peu plus haut, surtout si vous avez une section où vous faites beaucoup de brassicacées, vous allez avoir un petit peu moins de maladies. Sinon, oubliez le pH. Ça apparaît rarement quand on change les plantes de place. Moyen de lutte, arraché. Mildiou, très fréquent comme maladie. Le mildiou, on le voit dans beaucoup de plantes. C'est une des maladies fongiques les plus fréquentes. On la voit évidemment dans les tomates et les pommes de terre. Donc, taches brunes auréolées, duvet blanchâtre en bordure des taches sous les feuilles, défoliation rapide du plant. C'est pas très beau ce que ça donne comme résultat. Avec les brassicacées, les solanacées, les fabacées et quelques autres plantes. On la voit beaucoup dans les solanacées et les brassicacées. Donc, les mêmes moyens préventifs que d'habitude, ne pas arroser le feuillage, décoction de prêle, rotation, distance de plantation, etc. Et moyens de lutte, bien, on dit que c'est difficile à contrôler une fois installé. On peut enlever les parties atteintes, mais il n'y a pas grand fongicides qui vont lutter efficacement contre cette maladie-là. Moisissure grise qu'on va voir aussi dans les plantes fruitières un petit peu plus tard, surtout dans les petits fruits. Donc, les feuilles se couvrent de taches brunes puis pourrissent et sèchent. Les fruits se couvrent d'un feutrage brun à gris. Donc, on voit ça souvent quand on oublie des raisins, par exemple, ou des fraises dans le frigo, quand il y a une espèce de duvet gris. C'est généralement la moisissure grise, qu'on appelle aussi la pourriture grise. Donc, encore une fois, les mêmes moyens préventifs, ne pas arroser le feuillage, cultivar résistant, rotation de culture. Puis, il y a des moyens de lutte, arracher le plus souvent. La mosaïque, qui est une maladie virale, donc marbrure des feuilles, attaque entre autres les solanacées, le haricot et l'ail. C'est vraiment très fréquent dans les haricots. De façon générale, les haricots, ce n'est pas très attaqué par les insectes et les maladies, mais la mosaïque, quand ça prend, il faut vraiment arracher les plants parce que ça peut se propager très très vite. Vous avez plusieurs plants d'haricots dans la même zone. Il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire contre un virus, particulièrement contre le virus de la mosaïque, donc on arrache tout simplement. Contrôler les pucerons et les chrysomèles qui sont des vecteurs, donc on peut faire du compagnonnage, mais comme je dis, quand ça apparaît dans le jardin, on va tout simplement arracher. La nervation noire, qu'on voit chez les brassicacées, donc des taches jaunes en forme de V sur le bord des feuilles, on le voit ici. Donc les nervures et les pétioles noircissent. Rotation en prévention, puis encore une fois, pas grand-chose à faire, on arrache. En passant, il y a un principe général en jardinage biologique, c'est le principe du 10 %. On dit quand on fait un potager biologique, on s'attend à perdre 10 % de notre récolte aux mains des insectes et des maladies. Donc, quand un plant commence à être affecté par des maladies comme celle-là, on l'arrache tout simplement et on n'y pense plus. Si ça fait partie du 10 %, on considère que c'était prévu d'avance. Ça fait moins mal au cœur de travailler comme ça. L'oïdium, autre maladie très, très présente et très fréquente. Je dirais qu'après le mildiou, c'est probablement la maladie qu'on voit le plus dans les potagers. Très fréquent chez les cucurbitacées. C'est dur de cultiver des concombres ou des melons ou des courges et de ne pas avoir d'oïdium. Il y a quelques variétés qui sont résistantes, mais de façon générale, dans la deuxième moitié de saison, l'oïdium commence à apparaître dans les jardins. Donc, feutrage blanc qui commence par des taches rondes, puis s'étend pour couvrir la surface de la feuille. Les feuilles se déforment, peuvent tomber, vont même sécher. Chez le pois, particulièrement, qu'on voit ici, là, quand la maladie se développe, le feuillage peut sécher très, très vite. Donc, encore les mêmes moyens préventifs, ne pas arroser le feuillage, distance de plantation, décoction de prêle, thé de compost. Éviter les stress hydriques aussi. Quand la plante est stressée, souvent l'oïdium va apparaître beaucoup plus facilement. Moyen de lutte, généralement, on va enlever les feuilles atteintes et sinon, on peut travailler avec des produits. Mais le plus souvent, on va espérer que le plant ne soit pas trop affecté et qu'il soit capable de se rendre à la fin de saison. La rouille, qu'on va voir plus tard pour les pruniers aussi. Donc, c'est des pustules à la face inférieure des feuilles, donc un petit peu de brun qu'on voit aussi, brun rouille. Les taches peuvent apparaître sur les haricots atteints par les maladies. On voit surtout haricots et épinards qui sont affectés par cette maladie. Donc, ne pas arroser le feuillage, décoction de prêle, distance de plantation, thé de compost et moyen de lutte, arraché.
La septoriose, un peu comme l'anthracnose, la fusariose et tout ça, c'est des taches brunes sur les feuilles. La maladie évolue du bas vers le haut. Ça affecte surtout les tomates et les céleris. Ne pas arroser le feuillage, décoction de prêle, rotation, distance de plantation, thé de compost. Et encore une fois, on enlève les parties atteintes. C'est pas mal ce qu'on a de mieux à faire. Sinon, si le plant est vraiment très affecté, on peut tout simplement l'arracher. La tache angulaire, donc des taches brunes qui finissent par sécher et cribler de trous le feuillage, donc affecte surtout les cucurbitacées. Ce n'est pas la plus fréquente des maladies, mais on la voit à l'occasion. Encore une fois, ne pas arroser le feuillage, cultivar résistant, rotation et distance de plantation. Et enlever les parties atteintes, c'est souvent la meilleure option. Et finalement, la vertiliose, qu'on appelle aussi la flétrissure vertilienne, qu'on voit beaucoup dans les solanacées, entre autres pour les tomates. Donc, jaunissement des feuilles suivi d'un flétrissement. C'est pas toujours évident, hein, c'est-tu de l'anthracnose, c'est-tu du médiou, c'est-tu de la vertiliose. Donc, commence d'abord dans le bas des plants, là aussi, affecte les solanacées et, comme je disais tantôt, surtout la tomate. Donc, ne pas arroser le feuillage, décoction de prêle, cultivar résistant, rotation, distance de plantation, thé de compost. Et encore une fois, on enlève les parties atteintes. Vous allez voir que bouillie bordelaise apparaît en plusieurs situations, mais encore une fois, le moins possible dans les potagers. C'est tout pour les principales maladies. Maintenant, il y a d'autres problèmes qu'on va rencontrer dans le potager de façon assez fréquente, et c'est surtout des problèmes qui vont affecter les tomates. Donc, je vous en présente quelques-uns. Donc, les autres problèmes et désordres, le craquement, on peut le voir dans ce sens-là, mais on peut le voir aussi dans ce sens-là. On le voit beaucoup pour les tomates cerises, entre autres. Donc, causé par une inconsistance du taux d'humidité dans le sol, certains cultivars sont plus sensibles. Ça, c'est quand même assez fréquent, comme je disais, surtout pour les tomates cerises. Donc, arrosage plus régulier et l'utilisation d'un paillis va faire que l'humidité du sol va être beaucoup plus stable. La pourriture apicale, ça aussi très fréquent. Donc, ça a l'air d'une maladie fongique. C'est un noircissement sous la tomate. On voit de la pourriture apicale sur les tomates, ce qui n'est pas rare. Ça peut être parce qu'il manque de calcium, mais ça peut être aussi parce que l'arrosage n'a pas été régulier. Souvent, les engrais pour tomates sont enrichis en calcium. Des fois, c'est pratique, mais ce n'est pas toujours essentiel. Comme je vous dis, des fois, c'est juste une question de régie d'arrosage. Donc, arrosage plus régulier, emploi d'un paillis, encore une fois, pour que le sol soit humide de façon plus stable. Et sinon, apport de calcium sous forme de chaux, de gypse ou de cendre de bois. Allez-y délicatement avec le calcium, surtout avec le cendre de bois, qui pourrait faire monter votre pH de façon assez drastique. Donc, c'est des petites quantités. La phase de chat, donc causée par une pollinisation inefficace ou inégale. Donc, malformation causée par une mauvaise pollinisation, souvent quand il fait très froid en début de saison ou quand on a sorti des tomates très tôt. Donc, ne pas planter les tomates trop tôt au jardin. L'épaule verte, l'avant-dernier problème. Donc, ça, c'est un mûrissement inégal du fruit. Donc, maturation inégale causée par un manque de potassium. Donc, le potassium favorise le grossissement des fruits, mais le mûrissement des fruits aussi. Et si votre plant de tomate manque de potassium, les tomates vont avoir tendance à être plus petites et surtout à mûrir de façon inégale. Donc, prévention, fertilisation adéquate. Et le dernier problème, l'insolation. Ça, on va voir ça principalement quand on a des maladies fongiques. J'ai parlé des maladies fongiques plus tôt. Et quand votre plant de tomate est vraiment très affecté, puis vous enlevez des feuilles parce qu'il y en a plein qui sont affectées, puis que les tomates sont à nu au gros soleil, on risque de voir un coup de soleil, dans le fond, une insolation sur les tomates. Donc, c'est une brûlure. Généralement, c'est un jaunissement comme ça, mais dans certains cas, ça peut même carrément brûler le fruit. Donc, souvent causé par une défoliation trop importante causée par les maladies fongiques. Ne pas tailler à l'excès les plants et contrôler les maladies fongiques seraient les moyens préventifs. Ah, j'avais oublié, il y en a une dernière. L'enroulement des feuilles, quand même assez fréquent ça aussi. Ça, on va voir ça quand il y a des périodes très longues où c'est très chaud et sec ou encore très humide. Donc, souvent causé par des périodes sèches ou des périodes chaudes et humides qui se prolongent. Une taille excessive, infestation par les pucerons ou quand les minéraux partent des feuilles vers les fruits, ça peut faire ça. Il y a vraiment des variétés qui sont plus sensibles que d'autres. Donc, moyen préventif, en vaporisant des algues sur le feuillage, il y a moins de risques que la plante soit affectée par l'enroulement des feuilles. Comme telle, si la plante n'est pas morte, elle peut continuer de produire, mais évidemment, elle est un petit peu moins efficace au point de vue photosyntétique parce que les panneaux solaires, au lieu d'être tout étalés, sont enroulés. C'est tout pour les maladies du potager et les problèmes qu'on a vus pour les tomates.